Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier La vie de Vansoir. Il s'agit d'un roman d'Émile Ajar, autrement appelé Romain Gary, publié en 1975. Momo habite chez Madame Rosa à Belleville, dans un immeuble au 6e étage, sans ascenseur. Sa mère paie Madame Rosa pour s'occuper de lui. Madame Rosa est juive, tandis que Momo est musulman. Madame Rosa prend chez elle en pension les enfants de prostituées. Cela permet aux mères de faire leur travail tranquillement et les protéger des services sociaux et des proxénètes. Lorsque les mandats cessent d'arriver, Madame Rosa continue de s'en occuper et elle ne vire pas les enfants. Un jour, Momo vole un caniche, il l'appelle Super. Dans la rue, une dame lui achète un chien 500 francs. Il se rend compte que malgré son attachement pour le chien, que Super serait mieux dans une autre famille. Il lui donne le chien et il met l'argent dans une bouche d'égout. Madame Rosa l'emmène chez le docteur Katz car cela l'inquiète. Le docteur trouve que l'enfant se développe normalement. La question de son âge le turlupine. Ses papiers indiquent un âge plus faible que le sien réel. Madame Rosa a été prisonnière à Auschwitz. Elle cache son identité juive avec de faux papiers. Ce qui s'est passé dans les camps la hante, elle en fait des cauchemars. Une nuit, Momo voit qu'elle se lève, il la suit jusqu'à la cave où il y a ce qu'il appelle son trou juif. Madame Rosa écrit des lettres pour Na Amédée, qui vient avec ses gardes du corps. C'est un proxénète qui est assez riche, mais qui ne sait pas écrire. Il lui fait écrire des lettres à son père dans lesquelles il dit qu'il construit des infrastructures publiques. Le plus grand ami de Momo, c'est un parapluie qu'il a habillé et qu'il a appelé Arthur. Les mandats de Momo n'arrivent plus régulièrement, mais Madame Rosa garde tout de même Momo. En faisant une course, Momo tombe sur un cirque. Une femme le voit, vient lui parler, puis finalement le quitte. Ensuite, il a un coup de blues. Il n'est pas pressé de rentrer. Momo recroise la dame qu'il a vue au cirque et il décide de la suivre dans un immeuble. Elle travaille comme doubleuse au cinéma et elle s'appelle Nadine. Elle lui offre une glace puis l'invite à revenir quand il veut. Elle lui donne aussi son adresse. Ils se quittent et Momo retourne chez Madame Rosa. Madame Rosa va de plus en plus mal. Elle grossit, elle perd ses cheveux, elle a de l'asthme. Les gens commencent à retirer les enfants de chez elle. Momo fait venir un médecin qui lui dit que Madame Rosa est très malade, qu'elle a différentes maladies, mais ce qui rassure Momo, c'est qu'elle n'a pas le cancer. Momo parle souvent avec Monsieur Hamil, un ancien marchand de tapis. Monsieur Hamil et Madame Rosa ne peuvent pas se voir. Madame Rosa est coincée en haut de l'immeuble à cause de ses maladies qui rendent difficile la montée des étages et Monsieur Hamil, qui est en bas, est trop vieux pour monter les étages. Monsieur Hamil veut faire passer des vers de Victor Hugo à Madame Rosa, qu'il confond au passage avec le Coran. Momo est chargé de les retenir, de monter les étages et de les dire à Madame Rosa. Momo veut qu'ils se marient tous les deux, mais Monsieur Hamil refuse en lui disant qu'elle est juive et qu'il est trop vieux. Madame Lola, une voisine, une travestie et une prostituée, vient leur donner un coup de main. Elle va entre autres leur chercher à manger. Il y a une solidarité dans l'immeuble. Par exemple, personne dans l'immeuble n'a dénoncé Madame Rosa à cause de ses gardes d'enfants de prostituées chez elle qui, en plus, font plein de boucans. L'état de Madame Rosa empire de jour en jour. Monsieur Hamil aussi se détériore. Il se trompe de prénom, il appelle Momo Victor, il ne se souvient plus de sa jeunesse et au café, il faut l'amener aux toilettes car il ne peut plus y aller tout seul. Des gens de l'immeuble descendent Madame Rosa pour lui faire un tour dans une auto. Cette promenade lui a fait rappeler son passé, et une fois chez elle, elle se rhabille comme quand elle était une prostituée. Cela fait peur à Moïse et aussi à Momo qui s'en va en courant. Une fois de retour, Momo trouve Madame Rosa habillée comme pour partir ailleurs. Elle dit que la police française va venir la chercher pour aller au vélodrome. Puis, peu de temps après, elle reprend ses esprits.
Des états d'amnésie ou de léthargie lui arrivent de plus en plus souvent. Moïse et Momo s'occupent de madame Rosa. Ils la lavent quand il y a besoin. Un jour, un homme sonne à la porte. Il dit qu'il revient de l'hôpital et qu'il a confié à madame Rosa il y a 11 ans un certain Mohamed qui avait alors 3 ans. Momo ne se rend pas compte que c'est lui, car pour lui il a 10 ans et non 14. On apprend que la mère de Momo est morte tuée par son mari jaloux. Son père a ensuite passé 11 ans en psychiatrie. Madame Rosa décide de ne pas lui donner Momo et de dire que Moïse est son fils. Le père de Momo est choqué que son fils musulman est un non-juif. Elle raconte qu'elle s'est trompée de religion, elle a fait grandir son fils en tant que juif. Au moment de partir, il tombe par terre, il a eu une crise cardiaque et il est mort. Madame Rosa va de plus en plus mal, le docteur parle d'une hospitalisation. Momo va voir Nadine, la femme qui travaille dans la salle de doublage. Elle l'amène chez elle. Il rencontre un homme qui est docteur. Momo leur explique sa situation, puis il retourne chez lui. Le docteur Katz vient voir madame Rosa. Il dit à Momo qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Momo arrive tout de même à obtenir du docteur qu'elle reste encore quelques jours. Le docteur Katz revient plus tard. Il veut appeler une ambulance, mais Momo dit qu'elle reçoit de la famille le jour même et que cette famille vient la chercher pour l'amener en Israël. Le docteur le croit et n'appelle pas l'ambulance. Le gérant de l'immeuble vient leur rendre visite car ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas payé le loyer. Il veut envoyer madame Rosa à l'hôpital et Momo à l'assistance publique. Momo arrive à le faire attendre en disant que la famille qui va venir chercher madame Rosa le paiera alors que l'hôpital ne le paiera pas. Momo dit à madame Rosa qu'elle va en Israël. Il l'habille et lui fait descendre les marches. Ils vont dans la cave. Madame Rosa reste dans un état d'hébétude. Il maquille madame Rosa et il la parfume. Il reste allongé 3 semaines auprès du cadavre de madame Rosa avant que l'on vienne le chercher à cause de l'odeur du corps en décomposition. Momo est transporté en ambulance puis il est mis en garde chez Nadine car ils ont retrouvé son adresse dans les vêtements de Momo. Je ne saurais dire quel est mon personnage préféré. J'aime autant madame Rosa que Momo. Ils sont différents et pourtant ils sont attachants l'un à l'autre. Madame Rosa est quelqu'un qui a peu de moyens. Elle habite dans un petit logement dans une cité HLM. Pourtant, cela ne l'empêche pas de faire le bien autour d'elle. Elle garde les enfants des prostituées qui, sans elle, seraient à l'assistance publique. Les mères perdraient la garde de leurs enfants et elle permet aussi de les garder pendant qu'elles travaillent. Sans elle, les enfants seraient peut-être livrés à eux-mêmes quand les mères travaillent et peut-être qu'ils subiraient des mauvais traitements de la part des proxénètes. On s'aperçoit qu'elle n'est pas riche et pourtant madame Rosa s'occupe des enfants des autres même si les parents ne les paient pas. Elle n'a pas d'appât du gain. On se demande quelquefois comment ils font pour vivre. N'ayant jamais travaillé légalement, puisqu'elle était une prostituée, elle ne doit pas toucher de retraite. Son argent provient des paies des parents qui ne paient pas toujours. Madame Rosa a un lourd passé, on ne sait pas au juste qui il est. On sait qu'elle est juive, qu'elle a été déportée au camp, où il s'est passé on ne sait quoi. En tout cas, ce qui s'est passé l'a beaucoup marquée puisqu'elle en fait des cauchemars la nuit et qu'elle a peur. C'est pour cela qu'elle a besoin la nuit quelquefois de se retrouver dans son trou juif, où on ne pourra pas la retrouver. Elle a souvent des peurs à cause de son passé. Par exemple, elle a peur quand on sonne à la porte car elle croit que les Allemands vont venir la chercher. Elle a peur aussi très tôt le matin car pour elle les Allemands étaient très matinaux durant la guerre. Madame Rosa ne déteste personne. Les 2 seules choses qu'elle déteste, c'est Hitler et le cancer. Avoir d'autres maladies que le cancer ne la gêne pas, mais elle déteste surtout le cancer. Elle demande plusieurs fois à Momo si le médecin lui a dit qu'elle avait le cancer. Madame Rosa cache au père de Momo qui est son vrai fils. En faisant cela, elle le protège de l'avenir de ce garçon qui aurait été plus qu'incertain avec un père ayant des problèmes psychiatriques. C'est d'ailleurs une des dernières choses qu'elle fait quand elle a encore un peu de raison. Madame Rosa se comporte comme une vraie mère lorsqu'elle se soucie de la manière dont Momo gagne de l'argent. Elle ne veut pas qu'il se prostitue, de même, elle est mécontente lorsqu'il a de l'argent car il a joué l'enfant orphelin avec personne pour s'occuper de lui auprès des dames. J'aime aussi le personnage de Momo, c'est quelqu'un de vraiment attachant, il devine le monde sans que personne ne lui en dise rien.
Parfois il lui arrive de ne pas comprendre bien les choses, mais il faut avouer qu'il a bien souvent raison. Il se trompe souvent de terme quand il parle. Il emploie le mot proxénète pour proxénète, l'habitude pour l'hébétude et l'avortement pour l'euthanasie. On le voit très peu lié à d'autres personnes. On voit l'histoire de ses yeux et c'est quelqu'un qui est différent des autres garçons, comme il est dit à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'amour, par le fait d'être aimé de quelqu'un et ou aimer quelqu'un. Momo n'a pas beaucoup de conversations avec les autres enfants recueillis par Madame Rosa. Il ne va pas à l'école et ne semble pas avoir d'amis. Momo ressent beaucoup de manque affectif, c'est pour cela qu'il a pris un chien, qu'il a d'ailleurs volé et non payé, qu'il vole au début du roman pour qu'on le remarque, qu'il a un parapluie comme ami, qu'il invente des personnages imaginaires comme par exemple sa lionne et des clowns, et qu'il se dirige souvent vers des femmes qui le trouvent mignon. Momo va souvent chercher une affection ailleurs, mais il finit toujours par retourner chez Madame Rosa. En rentrant, il se demande même si elle n'a pas été inquiète de son absence. Momo cherche toujours l'affection alors qu'il l'a sous les yeux. Madame Rosa l'aime comme une mère. Elle s'occupe de lui sans être payée. Momo cherche souvent des renseignements sur ses parents alors qu'il ne voit pas qui la Madame Rosa a aimé et que celle-ci prend soin de lui. Il recherche sans cesse sa mère et son père. On lui ment souvent, déjà sur son âge, sur sa mère dont il devine qu'elle était une prostituée, et sur son père. Monsieur Hamil le fait même devenir un héros de la guerre d'Algérie alors qu'il s'agit d'un proxénète qui a tué sa mère. Momo est quelqu'un qui pense aux autres avant lui-même. Par exemple, pour le chien, Momo pense déjà à une famille qui s'occuperait bien de lui. Avant de penser à le garder, il pense déjà à le mettre dans une famille alors que cette chose-là, il ne l'a pas. Momo est entouré principalement de vieux, c'est-à-dire de Madame Rosa et de Monsieur Hamil et aussi du docteur. Momo est entouré que de gens comme lui, alors il ne voit pas ce que sa situation a d'anormal. Momo dit plusieurs fois qu'il est fils de pute. Il le revendique et il n'en a pas honte. Momo n'est entouré que de gens comme lui. La plupart n'ont pas beaucoup d'argent et font des métiers ingrats. Finalement, la seule femme riche du moment qu'il rencontre est cette femme qui lui donne 500 francs contre son chien. L'argent a une valeur très importante pour son entourage. Par exemple, Madame Rosa ne comprend pas pourquoi Momo a balancé les 500 francs dans la bouche d'égout. Il y a une certaine complémentarité entre Madame Rosa et Momo. Elle lui offre le début de la vie qu'il veut, c'est-à-dire de ne pas aller à l'assistance publique, et Momo lui offre la fin qu'elle veut, c'est-à-dire ne pas aller à l'hôpital. Momo a la vie devant lui, alors que Madame Rosa a la vie derrière elle. Ce qui est vraiment terrible, c'est que pendant que l'un est en train de se développer, il prend même 4 ans d'un coup, l'autre se détériore et devient plus pauvre. Le plus grave, c'est que la vie de Momo ne tient qu'à Madame Rosa. Si elle meurt, il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Dans ce livre, personne ne se plaint jamais, bien que personne n'ait un travail honorable. Ce sont pour la plupart des prostituées ou des proxénètes. Ils ne se plaignent jamais de leur manque d'argent, de leurs conditions de travail difficiles. On devine bien que Momo et Madame Rosa sont dans une situation difficile. Ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils ne vivent que de ce que leur apporte Madame Lola. Il est à noter qu'ils ont tout de même la chance d'avoir un appartement, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque Romain Gary nous parle des foyers où les individus sont dans des chambres surpeuplées avec un manque d'hygiène. Les gens s'entraident énormément dans ce livre. Madame Rosa aide beaucoup de monde, par exemple en écrivant des lettres aux proxénètes analphabètes ou en gardant les enfants des autres. Les autres les aident beaucoup. On porte Madame Rosa pour l'aider à monter les 6 étages, Madame Lola leur apporte à manger sans rien demander en retour, on promène Madame Rosa en voiture. Il y a aussi Monsieur Hamil qui apprend à Momo à lire, chose qu'il n'aurait pas pu faire sans lui car il n'est jamais allé à l'école. Les jeunes aident les vieux et les vieux aident les jeunes. Il existe une complémentarité entre les générations. Il y a une tolérance. Momo et Madame Rosa traitent tout le monde de la même manière, et ce, quelle que soit l'origine, la religion ou la couleur de peau. C'est également vérifié quand ils appellent la travestie Madame Lola et qu'ils emploient le pronom elle.
Le roman parle plusieurs fois des Misérables de Victor Hugo. Il y a un rapprochement à faire entre la misère du XIXe siècle à Paris et la misère des années 1970, toujours située à Paris. Dans les deux romans, il s'agit surtout de gens qui sont victimes de quelque chose d'injuste, comme la pauvreté. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Le lien entre Cosette et Jean Valjean équivaut au lien entre Madame Rosa et Momo. Dans un duo comme dans l'autre, les individus ne sont pas bien dotés, mais s'ils ne s'étaient pas rencontrés, ces individus seraient restés tout seuls dans leur misère. Vaut mieux être deux dans la misère plutôt que tout seul dans sa propre misère. Le titre La vie devant soi provient d'une réplique du docteur à la fin de ses visites, durant laquelle il dit à Momo de ne pas être triste car il a la vie devant soi et que c'est naturel que les gens âgés meurent. Cependant, le docteur ne prend pas en compte de quoi sera composée la vie que l'on a justement devant soi. Avoir la vie devant soi ne suffit pas à faire son bonheur. On ne sait rien sur la vie de Momo après son adoption. Sera-t-il finalement définitivement adopté par cette famille? Sera-t-il heureux dans cette famille ou dans une autre? On remarque qu'il n'a pas été à l'école. Quel type de travail l'attend? Son futur travail lui permettra-t-il de vivre décemment, de faire un métier convenable sans mettre son honneur en jeu? Sa nouvelle famille le traitera-t-il mieux que ne l'a fait Madame Rosa, ou bien encore pire? Est-ce que sa nouvelle famille sera un tremplin suffisant pour sa vie? J'ai pensé à Madame Rosa. J'ai hésité un peu, et puis j'ai demandé: Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Il n'a pas répondu. Il but un peu de thé de menthe qui est bon pour la santé. Monsieur Hamil portait toujours une djellaba grise, depuis quelque temps, pour ne pas être surpris en veston s'il était appelé. Il m'a regardé et a observé le silence. Il devait penser que j'étais encore interdit aux mineurs, et qu'il y avait des choses que je ne devais pas savoir. En ce moment, je devais avoir 7 ans, peut-être 8. Je ne peux pas vous dire juste parce que je n'ai pas été daté, comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine. Monsieur Hamil, pourquoi ne me répondez-vous pas? Tu es bien jeune, et quand on est très jeune, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Oui, dit-il, et il baissa la tête comme s'il avait honte. Je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas du tout de quoi Madame Rosa pouvait bien rêver en général. Je ne vois pas à quoi ça sert de rêver en arrière, et à son âge, elle ne pouvait plus rêver en avant. Peut-être qu'elle rêvait de sa jeunesse, quand elle était belle et n'avait pas encore de santé. Je ne sais pas ce que faisaient ses parents, mais c'était en Pologne. Elle avait commencé à se défendre là-bas, et puis à Paris, rue de Fourcy, rue Blondel, rue des Cygnes, et un peu partout, et puis elle avait fait le Maroc et l'Algérie. Elle parlait très bien l'arabe, sans préjugés. Elle avait même fait la Légion étrangère à Sidi Bel Abbès, mais les choses se sont gâtées quand elle est revenue en France, car elle avait voulu connaître l'amour, et le type lui a pris toutes ses économies et l'a dénoncée à la police française comme juive. Là, elle s'arrêtait toujours lorsqu'elle en parlait. Elle disait: c'est fini ce temps-là. Elle souriait, et c'était pour elle un bon moment à passer.